on touche à ce lien intrinsèque entre le libéralisme économique, d'une part, et le contrôle social accru, d'autre part. Deux mécanismes qui, au démarrage, ont l'air contradictoires, parce que quand on voit la bonne mine d'Emmanuel Macron, on se dit que, bah oui, il est pour la liberté, il a d'ailleurs le mot liberté à la bouche en permanence, puisqu'il est libéral. Et ce n'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que le libéralisme économique plonge dans la pauvreté, dans la difficulté sociale, dans la précarité, beaucoup de gens, et donc lamine leur possibilité d'être des individus libres, et que, dans le même temps, vous avez l'État qui, pour garder du pouvoir, se met à surveiller tout le monde, à contrôler, à amoindrir les mécanismes de la démocratie pour pouvoir justement affirmer son autorité, puisqu'il ne peut pas l'affirmer par le biais de sa capacité à améliorer les conditions de vie des gens. Et la semaine qui s'ouvre, nous allons avoir un débat au Parlement sur le projet de loi de sécurité globale. C'est la surveillance, c'est la privatisation des moyens de police, et c'est aussi une répression accrue des manifestants. L'article 24 qui prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, tout simplement sur le fait de filmer, d'identifier des policiers. Donc ça veut dire que toutes les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont permis de donner à voir un usage disproportionné de la force de la part de policiers, eh bien, demain ne serait plus possible. Joli slogan aperçu sur un mur, retour à la cage départ. C'est vrai qu'avec le confinement, on a un sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment parce que c'est une réalité, que notre vie quotidienne est enfermée, confinée, et que les libertés, la question des libertés passe au second plan par rapport aux enjeux sanitaires ou à la menace terroriste. Alors aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est précisément des enjeux démocratiques et de liberté, parce que je suis convaincue qu'une société ne peut pas faire face à une crise sanitaire, ne peut pas affronter le terrorisme, ne peut pas être une société de progrès humain et d'épanouissement individuel si elle ne chérit pas les libertés et la démocratie. Or, sous l'ère Macron, il y a une accélération d'un profil autoritaire et d'une menace profonde sur nos libertés. J'ai trouvé des mots très justes posés par une chercheuse de la Fondation Jean Jaurès sur justement la situation que nous traversons de ce point de vue. Elle parle d'apathie démocratique, mais surtout, elle évoque un glissement imperceptible, imperceptible parce qu'à chaque fois, on se dit qu'au fond, c'est pas grand-chose, qu'on rogne certes sur nos libertés, mais c'est pour un mieux-être, c'est pour faire face à une menace plus grande. Et on ne se rend pas compte que de petites choses en petites choses, on bascule dans un régime autoritaire. Et si 7 Français sur 10 approuvent aujourd'hui le confinement, elle nous dit, et je pense qu'elle a raison, que c'est avant tout par résignation davantage que par plébiscite du confinement. C'est que quelque part, on sait qu'au point où nous en sommes arrivés, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution et que donc nous devons quelque part nous mettre au pas et accepter de rogner sur nos libertés. Jean-Luc Mélenchon, dans une tribune que j'ai trouvée fort pertinente, nous a alerté également sur les débordements du pouvoir solitaire macroniste. Et il pointait la question du Conseil de défense, qui me paraît très important, puisque aujourd'hui, pour faire face à la crise sanitaire, c'est ce Conseil de défense qui prend les mesures. Or, un Conseil de défense, c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans l'article qui le régit, dans la Constitution, eh bien, il est fait pour régler des problèmes militaires. Et d'ailleurs, les membres qui sont présents ne sont absolument pas des scientifiques, des médecins, des gens compétents pour régler une crise sanitaire, mais des personnalités du monde militaire, de la défense, donc rien à voir avec le défi qui nous est posé. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon le raconte très bien parce qu'il dit que nous ne sommes pas en guerre face au Covid, nous sommes face à une crise sanitaire et que le fait que le Parlement soit dessaisi du débat et de la délibération au profit d'un pouvoir grandissant pour l'exécutif et que l'enjeu soit dans les mains du Conseil de défense et non pas aux mains de personnalités compétentes pour faire face à une crise sanitaire, et bien voilà, c'est le signe des débordements d'un pouvoir solitaire, c'est le signe d'une monarchie présidentielle qui n'en finit pas et qui même s'accroît. Alors, je l'ai dit pour le confinement parce que c'est l'évidence de se rendre compte qu'aujourd'hui, descendre
tout simplement dans la rue, c'est faire des papiers, prendre potentiellement une amende si on l'a oublié, devoir justifier l'ensemble de ce que nous faisons. Et c'est aussi une sorte d'atteinte à la vie privée, c'est-à-dire que la vie privée devient elle-même mise sous un regard, sous une forme de surveillance. Et on s'y habitue avec la crise sanitaire, et c'est ça qui me paraît très important, c'est que le débat porte peu sur cet enjeu de liberté qui pourtant n'est pas accessoire, même si on fait face à un défi majeur qui est la crise sanitaire et que l'enjeu, c'est de sauver des vies. Mais d'autres solutions pourraient être imaginées, comme nous l'avons pointé déjà. Donc on finit par imperceptiblement accepter en fait d'être mis sous surveillance, ce qui n'est pas rien, et j'aimerais que nous en ayons pleinement conscience, que nous mesurions qu'une société qui se prépare ainsi à accepter d'être surveillée en permanence, d'être contrôlée aussi en permanence dans ses déplacements, etc., ça nous emmène vers des dangers potentiels d'intériorisation d'une surveillance d'État. Et je crois aussi que ça infantilise les citoyennes et les citoyens. D'autres pays ont fait d'autres choix qui fonctionnent, mieux d'ailleurs qu'en France pour faire face au Covid et qui ne mettent pas en danger nos libertés. Et puis dans le même moment, et c'est notamment face à la menace terroriste, mais pas seulement, il y a un empilement de lois qui attentent à nos libertés publiques, à la démocratie, et qui, pareil, s'empilent sans forcément qu'à chaque fois on ait un tollé général, mais quand on les met bout à bout, on se dit que là, il y a un fil conducteur extrêmement dangereux. Je vais vous les citer depuis qu'Emmanuel Macron est là, et il y en avait un paquet avant, sous Sarkozy évidemment, mais sous Hollande également. Mais simplement depuis Emmanuel Macron, je vous lis la liste. 30 octobre 2017, loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 30 juillet 2018, loi relative à la protection du secret des affaires. 10 septembre 2018, loi asile-immigration. 22 septembre 2018, loi ordinaire et organique relative à la manipulation de l'information. On continue. 23 mars 2019, une loi pour réformer la justice. 10 avril 2019, loi visant à remplacer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, à l'occasion des manifestations. 24 juin 2020, loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, la fameuse loi Avia. Et 10 août 2020, loi instaurant des mesures de sécurité à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine. Donc c'est la fameuse loi antiterroriste. Donc vous avez là d'ores et déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez là 8 lois qui, en fait, progressivement ont remis en cause un certain nombre de droits, de protections et d'atteinte aux libertés, au droit de la presse, aussi au droit de manifester et au droit de se défendre. Bref, vous avez ici un cocktail qui est un cocktail assez salé. Mais le gouvernement ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, il continue. Et la semaine qui s'ouvre, nous allons avoir un débat au Parlement sur le projet de loi de sécurité globale dont vous avez sans doute entendu parler, qui est dicté par le gouvernement, même si c'est une proposition de loi, et qui est signé par la quasi-totalité des députés de La République En Marche, qui se trouvent là soudés une nouvelle fois. Ce dont il s'agit, c'est de renforcer les pouvoirs de la police, police d'État, police municipale et aussi tout ce qui relève de la sécurité privée. Pour nous, la sécurité, c'est le droit à la tranquillité et à la protection. C'est comme ça, en tout cas, que je l'envisage, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je parle moins souvent de sécurité que de tranquillité et de protection. Pour le gouvernement, pour eux, c'est au fond la sécurité, c'est la surveillance. C'est la surveillance, c'est la privatisation des moyens de police, toujours plus grande, et d'ailleurs c'est très fort dans cette loi, et c'est aussi une répression accrue des manifestants. Et je vous signale que dans la loi sur la recherche, il y a un amendement qui est passé, hop, et qui a été adopté, qui a fait heureusement pas mal de bruit, puisque c'est un amendement qui prévoit que l'on puisse davantage pénaliser les étudiants qui se mobilisent et qui contestent, ce qui est tout à fait scandaleux. Il y a dans cette loi dont je vous parle un déséquilibre entre la protection qui est accordée aux policiers et la protection qui est accordée aux citoyens. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, d'autant que dans ce texte, nous avons une mesure assez importante, c'est la généralisation de l'utilisation des drones. Alors les drones, malheureusement, ils sont utilisés depuis un moment par ce gouvernement. On se souvient des drones
du préfet Lallemand qui fliquait au moment du confinement, et il a été d'ailleurs un peu interpellé par le Conseil d'État parce que ce n'était pas légal. Le Conseil d'État pointait le fait qu'il les utilisait sans qu'il y ait des normes légales. Alors, au lieu d'empêcher ce type de pratique, le gouvernement va faciliter le recours aux drones. Et c'est intéressant de voir qu'avant même le vote de la loi, 12 appels d'offres ont été récemment lancés pour un montant de 4 millions d'euros sur 4 ans avec 3 lots. Des lots qui portent sur, je prends le premier, 565 micro-drones dits du quotidien, qui vont donc voler pendant 24 minutes à moins de 100 mètres et qui vont donc collecter toute une série de données. Donc 3 lots, un autre de 66 drones et un autre de 20 drones tout à fait spécialisés. Donc là, il s'agit d'une utilisation légale très large de ces drones qui parfois concerne la prévention d'actes terroristes, mais quand on regarde le détail de la loi, c'est possiblement utilisé pour plein de raisons. Ça va de la protection des bâtiments à la régulation des flux de transport, enfin, vous voyez, des choses si vastes, et évidemment les manifestations, si vastes qu'on peut redouter tout à fait légitimement une surveillance de masse avec un enregistrement de données qui, dans un régime parfaitement démocratique, magnifiquement démocratique, pourrait peut-être ne pas inquiéter, même s'il faut faire très attention, mais qui là, dans notre régime, a de quoi inquiéter, et aussi si nous basculions demain avec un pouvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus autoritaire, préfasciste ou néofasciste, et qui, lui, aurait toutes ces données-là pour, quelque part, agir et punir et surveiller davantage. La loi dit dans le respect des libertés publiques. Ça, c'est le langage macroniste merveilleux, parce que le langage macroniste fait une chose et puis nous raconte autre chose. Donc, il faut faire très attention. Vous allez voir les ministres dans tous les sens qui vont vous expliquer que pas du tout, que tout ça protège les garanties. Rien du tout. C'est une collecte massive d'identification d'individus et donc, de ce point de vue, c'est une atteinte grave aux libertés. Il n'y a pas de garantie sur le respect de la vie privée. Et puis, vous avez entendu parler de ce qui fait particulièrement débat, c'est-à-dire l'article 24 qui prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, tout simplement sur le fait de filmer, d'identifier des policiers. Donc, ça veut dire que toutes les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont permis de donner à voir un usage disproportionné de la force de la part de policiers, eh bien, demain ne serait plus possible. Ne serait plus possible parce que la loi, tout simplement, empêchera demain de le faire, puisque dans la loi, il est dit qu'il s'agit de protéger l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre, et que donc, si vous mettez une image qui pourrait atteindre à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre, imaginez comment on peut interpréter cela, eh bien, vous serez condamné. Donc, on ne pourra plus avoir ce thermomètre très important qui est celui de ces images qui circulent et qui donnent à voir des faits qui, pour l'instant, restent largement impunis. Donc ça c'est vraiment inquiétant, et c'est inquiétant aussi du point de vue de la liberté de la presse, parce que c'est le travail aussi des médias que de donner à voir et que de pouvoir faire ce travail d'alerte. Et c'est pourquoi les médias sont si mobilisés et si en colère contre cette loi, parce qu'elle tout simplement, elle touche à ce qui est fondamental pour le travail de l'information. Et c'est une modification, sachez-le, de la loi de 1881, qui était la loi justement qui sacralisait un peu la presse et son pouvoir d'informer. Et là, il y a carrément une modification de cette loi qui se fait. Je vous passe encore un certain nombre de choses, mais je viens sur un point. Il y a aussi l'extension du port d'armes hors service pour les policiers qui est prévu dans cette loi. Pas rien, parce qu'en dehors de son travail, se balader avec une arme, ce n'est pas tout à fait anodin, et y compris dans des rassemblements publics. Donc, si on résume, d'abord, il y a cette idée qu'il faudrait cacher cette violence policière que l'on ne saurait voir, et que la liberté de la presse, la liberté de manifester, les libertés individuelles et la démocratie vont en prendre un coup très, très, très important avec cette loi. Alors, je dis ces lois parce que ces lois sont une atteinte presque évidente aux libertés et à la démocratie. Mais il y a un autre point
de vigilance que nous devons avoir. C'est-à-dire que la liberté et la démocratie ne sont pleines et entières que si bien sûr il y a des lois qui les garantissent sur le terrain, du droit de se déplacer, du droit d'expression, du droit d'informer. C'est un peu comme ça qu'on les entend. Mais la liberté, pour moi, elle est aussi fondamentalement rattachée aux conditions de vie des gens. C'est-à-dire que vous n'avez pas de liberté si vous n'êtes pas capable d'avoir un toit sur la tête, de vous soigner, de manger à votre faim, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'éducation. Si vous n'avez pas accès à tout ça, vous n'êtes pas un individu libre, c'est-à-dire en capacité d'être libre. Et c'est ce que Amartya Sen appelle la capabilité. Amartya Sen, c'est un intellectuel qui est prix Nobel d'économie et il a ce concept que je trouve très intéressant de capabilité, c'est-à-dire que quand vous augmentez le socle des droits, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire des droits fondamentaux qui permettent de manger, d'avoir un toit et d'avoir accès à l'éducation, à la santé, etc., et que ce socle des droits, il doit augmenter dans une société de progrès humain, eh bien, à partir de là, vous garantissez la possibilité des individus de devenir libres. Or, ce qui se passe en ce moment, ce sont non seulement toutes ces atteintes dont je parlais, légales, c'est-à-dire ces projets de loi épouvantables qui mettent à mal les libertés publiques, mais c'est aussi un massacre social de masse, avec un carnage dont on commence seulement à voir les méfaits. Je veux parler de la pauvreté qui explose. 1 million de pauvres en un an. Nous atteignons maintenant la barre des 10 millions. Les associations humanitaires n'arrivent pas à faire face. Le gouvernement n'en a pas grand-chose à faire. Il déverse des milliards pour les plus riches et pendant ce temps-là, les banques alimentaires sont sous pression. Mais ça ne semble pas les mouvoir plus que ça. Vous savez aussi combien tous les travailleurs qui aujourd'hui sont licenciés parce qu'il y a des plans sociaux dans un nombre de groupes incalculable, aussi parce que les plus précaires, les intérimaires, sont déjà mis sur le bord du chemin, enfin parce que les commerçants, les artisans risquent pour beaucoup d'entre eux de mettre la clé sous la porte avec le confinement, j'en passe, et des pires, la situation sociale est extrêmement, extrêmement tendue. Et donc, si elle est tendue et que le gouvernement ne sait pas mettre en place des filets de sécurité, eh bien, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à des individus d'être libres grâce à un socle de droits et à une vie digne est en train d'être grignoté et donc nous perdons des possibilités pour les individus de devenir libres. Et c'est là où la boucle est bouclée d'une certaine manière parce que on touche à ce lien intrinsèque entre le libéralisme économique d'une part et le contrôle social accru d'autre part. Ce sont les deux mamelles d'un même système. On le sait depuis Thatcher, je n'arrête pas de le dire, mais là on le voit à l'œuvre. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que vous avez deux mécanismes qui, au démarrage, ont l'air contradictoires, parce que quand on voit la bonne mine d'Emmanuel Macron, on se dit que, bah oui, il est pour la liberté, il a d'ailleurs le mot liberté à la bouche en permanence, puisqu'il est libéral. Et ce n'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que le libéralisme économique plonge dans la pauvreté, dans la difficulté sociale, dans la précarité, beaucoup, beaucoup de gens, et donc lamine leur possibilité d'être des individus libres, et que, dans le même temps, vous avez l'État qui, pour garder du pouvoir, se met à surveiller tout le monde, à contrôler, à amoindrir les mécanismes de la démocratie pour pouvoir justement affirmer son autorité, puisqu'il ne peut pas l'affirmer par le biais de sa capacité à améliorer les conditions de vie des gens. Et là, voilà le système dans lequel se trouve Emmanuel Macron, qui est vieux depuis des décennies, mais qui s'accélère avec lui. Et nous voyons aujourd'hui, je crois, son vrai visage. Voilà. Donc, la question de la liberté n'est pas une petite question et elle n'est pas toujours portée comme telle à gauche. Ce n'est pas le mot qu'on va dire en premier. Moi, j'y suis profondément attachée et je pense que nous devrions le porter davantage comme un étendard parce que c'est ici, dans notre famille politique, que la liberté est la mieux défendue en réalité. Alors, c'est vrai que nous sommes toujours associés ou renvoyés au goulag, aux expériences de type soviétique, au fait que nous ne serions des ennemis de la liberté d'entreprendre. Tout ça est parfaitement faux. Nous sommes les défenseurs de la liberté profonde, véritable, c'est-à-dire des conditions qui permettent de l'exercer et pas simplement d'un espèce de vocabulaire qui allie libéralisme et liberté. Il y a un jeu sur les mots, quelque chose qui ne tourne pas rond, je pense. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand je me battais contre le traité constitutionnel européen, à l'époque, on s'appelait les anti-libéraux. Et j'ai souvenir d'avoir été souvent arrêtée dans la rue où les gens me disaient « mais
Je comprends ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, mais il y a un truc qui me chiffonne, c'est que vous vous appelez les antilibéraux, donc vous êtes contre la liberté. Et c'est pourquoi je parle plus souvent de néolibéralisme, et c'est pourquoi, au fond, on ferait mieux de parler directement de capitalisme. Peut-être que c'est plus clair, parce qu'il y a une ambiguïté sur les termes. Donc, évacuons là 3 secondes les termes, pensons au fond. Néolibéralisme ne permet pas d'atteindre les libertés. Et ce que nous proposons avec une 6e République, avec un socle des droits et des protections accrues, eh bien, c'est là que nous avons un chemin pour accroître la possibilité de devenir des individus libres. Alors, je terminerai par une lecture de Paul Éluard, parce que quand même ça se fait, que j'ai ça chez moi tout le temps, que je trouve très très beau. C'est ce poème de Paul Éluard, Liberté, j'écris ton nom. Il est très joli. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté.